Le comité de pilotage et de suivi du projet de développement agricole et rural en réunion depuis ce matin à Libreville. Objectif, mettre en œuvre les axes opérationnels du dit projet. Réunion de concertation aujourd'hui à Libreville entre le comité monétaire et financier et le Conseil national du crédit du Gabon. Le gouverneur de la BAC y a pris une part active. Première édition de Mandela Day demain en Afrique du Sud et partout ailleurs. Les passionnés de la mémoire de Madiba se préparent à célébrer cet événement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre principale édition d'information de la soirée sur notre chaîne. Les nids de poules dans certaines grandes artères de la capitale gabonaise, un problème gênant pour tous les automobilistes qui empruntent ces rues. Le rond-point de la démocratie en est une illustration. Le constat de Ludwig Kavou et d'Yvette Okosa. Le rond-point de la démocratie de Libreville est l'un des sites historiques de la capitale gabonaise. Ici est érigé le monument de la paix, site attrayant qui reçoit chaque soir de nombreuses personnes. Mais depuis quelques semaines, des nids de poules se sont formés sur la route du rond-point, imposant aux automobilistes un rythme ralenti. Toute chose qui déteint l'image de ce site. Ici c'est le parking, mais les voitures sont obligées de venir passer dans le parking. Et par exemple, avant-hier j'étais dans le parking, il y a une voiture qui faillit me ramasser. Pour le trou là, je vois qu'il n'y a qu'à voir la position du trou là, parce que c'est très mauvais, c'est très dangereux. Des trous à milieu de chaussée, il y en a partout à Libreville. Sur la voie express, au boulevard Omar Bongo, mais presque partout sans que cela ne meuve personne. Au rond-point d'Awenje par exemple, seuls les camions défient le gros trou qui a élu domicile sur le site. Que dire de la ruelle qui relie le carrefour, communément appelé ancienne Sobraga, au boulevard Omar Bongo. Le constat fait sur ce tronçon est celui d'une route qui n'a jamais été bitumée. Cette situation nous amène à nous interroger sur les réelles missions des services de l'entretien routier au Gabon. Existe-t-il? Si oui, sillonnent-ils les rues de Libreville? Quoi qu'il en soit, nos routes méritent une plus grande attention, car ne dit-on pas souvent que nul développement ne se fait sans la route? Le ministre de l'économie et de la prospective, Christophe Kagamba, a tenu aujourd'hui 2 séances de travail avec le comité monétaire et financier et le Conseil national du crédit du Gabon. Le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale y a pris une part active. Les détails avec Marie-Jo Moussavou et Victor Mundunga. C'est pour faire le point de la situation monétaire et financière du Gabon que cette séance de travail s'est tenue sous la présidence du ministre de l'économie Christophe Kagamba. Autour des autorités économiques nationales, le gouverneur de la BEAC, Lucas Chama Abaga. Après avoir revu l'évolution de l'environnement économique international, le comité a noté la reprise de l'activité économique mondiale au premier trimestre 2014 à un rythme modéré. Cette évolution résulte principalement du raffermissement de la demande intérieure et extérieure de la plupart des économies avancées sous l'effet des politiques monétaires accommodantes. Il a eu, outre observé, une accélération de l'activité dans les pays émergents et en développement. Nous avons examiné au comité monétaire la situation du Gabon concernant la position de la monnaie. Et puis nous avons regardé tout ce qu'il y a comme agrégat macroéconomique, financier, pour voir si la banque se portait bien par rapport à nos économies et si nos économies suivent. Compte tenu de ce qui précède, la croissance de la production mondiale devrait s'établir à 3,6% en légère progression par rapport à sa prévision initiale de 3,3%. Elle devrait s'accélérer en 2015 pour se situer à 3,9%. La deuxième phase des travaux des experts du monde financier portait sur le Conseil national du crédit du Gabon. Le Conseil a révélé une consolidation des avoirs extérieurs. En revanche, on note une baisse du crédit intérieur tandis que
La masse monétaire est restée stable. Le taux de couverture de la monnaie est pour sa part ressorti à 90,5%. Au niveau du Conseil national du crédit, on a passé en revue la situation des banques. Au Gabon, nous avons essentiellement 10 banques. On a regardé si toutes ces banques étaient aux normes, respectaient les critères prudentiels. Et on a effectivement constaté que la plupart de ces banques respectaient ces critères et étaient même en situation de surliquidité. Globalement, l'ensemble des établissements de crédit respectent l'essentiel des normes potentielles. Au terme de la rencontre des experts financiers, le Conseil et ses membres ont examiné divers points susceptibles d'apporter des solutions aux besoins de financement de l'économie. Stratégie de mise en œuvre des axes opérationnels du projet de développement agricole et rural pour la période 2014-2015. La question a été évoquée aujourd'hui à Libreville par le comité de pilotage et de suivi du dit projet. Paulin Siaki et Jean-Pierre Moussouami nous en disent davantage. Les nouvelles orientations stratégiques, la diversification des zones de production, l'intensification de la sensibilisation des paysans, les nouveaux objectifs opérationnels 2014-2015 et les nouveaux objectifs de production, ce sont là autant de points qui ont été débattus lors de cette réunion du comité de suivi du PEDAR, le projet de développement agricole et rural. Le projet de développement agricole et rural est un projet du ministère de l'Agriculture, donc mis en place par le gouvernement de la République. Il est cofinancé par le Fonds international de développement agricole, qui est une institution spécialisée des Nations Unies. Sa mission, c'est de lutter contre la pauvreté en milieu rural. Nous sommes ici à Libreville dans le cadre de ce comité de pilotage pour présenter le programme de travail de budget révisé 2014, en sachant que nous avons déjà exécuté sur le terrain les activités liées à la première campagne agricole et que la deuxième campagne agricole va commencer incessamment. Après la réunion du comité de pilotage de suivi de novembre 2013, il était donc prévu que une autre réunion du comité de pilotage se tienne fin juin, début juillet. C'est pour ça que nous l'avons commandé, nous avons décidé que cette réunion se tienne à cette période. Au sorti de la réunion précédente, il était prévu qu'à mi-parcours de l'exécution du projet, qu'on fasse un examen. Donc nous sommes là en train d'examiner à mi-parcours quels sont les résultats obtenus par le projet. Ce projet vise à mettre en œuvre plusieurs infrastructures dans les différents domaines agricoles et il permettra de booster ce secteur sur toute l'étendue du territoire à terme. Économie verte en Afrique centrale, les représentants des organisations de la société civile de l'Afrique centrale reconnaissent l'importance écologique, économique et socio-culturelle des forêts tropicales du bassin du Congo et de la diversité biologique qu'elles renferment. Buaou Mikala et Yvette Okosa nous en disent plus. Les travaux de la première assemblée générale du réseau des organisations de la société civile sur l'économie verte en Afrique centrale, ROSVAC de Libreville, ont été sanctionnés par une déclaration dite de Libreville et un communiqué final. S'agissant de la déclaration de Libreville, celle-ci met en exergue un certain nombre d'engagements. Et quant au communiqué final, qui résume l'ensemble des travaux, on retiendra un passage du ministre en charge des ressources naturelles qui a représenté le Premier ministre empêché et qui a adressé une invite aux participants. Il a enfin exhorté les participants à tout faire pour intégrer dans les stratégies et les politiques nationales de développement durable les problématiques liées à l'économie verte. Aussi a-t-il engagé les experts durant les travaux à se concentrer sur le développement des thématiques retenues afin de dégager des recommandations pertinentes permettant d'accélérer le verdissement des documents stratégiques de lutte contre la pauvreté et de promotion des objectifs du millénaire pour le développement dans nos États. Présent à la cérémonie de clôture, le ministre en charge des ressources naturelles a félicité les uns et les autres pour le travail de qualité abattu au cours de ces assises. Au nom du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba et du gouvernement, je vous souhaite toutes nos vives félicitations.
Mesdames et messieurs, vous avez amorcé une nouvelle dynamique de coopération internationale en faveur de l'économie verte et de la gouvernance des ressources naturelles dans notre sous-région. Vous avez consolidé les bases durables de votre plateforme en dotant le ROSEVAC d'instruments juridico-normatifs idoines aux missions attendues par nos gouvernements et le secrétariat général de la CEAC. De plus, le ROSEVAC dispose dorénavant d'une feuille de route et d'un plan d'action sous-régionaux, dont les implications nationales seront primordiales, tant pour le verdissement de nos documents stratégiques de lutte contre la pauvreté que pour la mise en œuvre des agendas locaux de développement de nos ressources naturelles autour de l'économie verte. Pour la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, il est urgent et pertinent de faire la cartographie de la gouvernance environnementale en Afrique centrale pour établir les points forts et les lacunes en la matière pour avoir un environnement propice aux investissements dans la sous-région. À la primature, le Premier ministre, chef du gouvernement Daniel Onaondo, vient de recevoir une délégation de l'Organisation mondiale de la santé conduite par son directeur régional pour l'Afrique, Luis Gomez Sambo, et le ministre de la Santé. La tenue à Libreville au mois d'octobre prochain de la 3e conférence africaine santé-environnement, le point sur la situation sanitaire au Gabon, puis le 2e passage de la campagne de vaccination contre la poliomyélite ont constitué la trame de ces échanges. Reportage Désiré Singatadi, Olivier Antonio. Une audience qui aura duré près de 2 heures d'horloge. Un échange qu'a accordé le chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, à la délégation que conduisait le ministre de la Santé, Fidel Mengue-Mengouan, composé du directeur régional de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, Luis Gomez Sambo, et du représentant du Gabon. Pour les deux parties, il s'agissait pour l'essentiel en prélude à la 3e conférence africaine sur le thème « Investir dans la santé et l'environnement pour le développement », dont les assises se tiendront à Libreville du 20 au 23 octobre prochain, de faire un tour d'horizon sur la santé dans notre pays. Surtout discuter sur les moyens et les stratégies de mettre en œuvre le plan de développement sanitaire au Gabon. Les composantes concernant la médecine préventive et les soins de proximité dans le cadre plus large du plan de développement socio-économique pour le pays. Avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, j'ai fait le plaidoyer sur le besoin d'augmenter les investissements dans le secteur de la santé pour permettre la mise en œuvre de la vision de développement sanitaire du Gabon. Il y a lieu de renforcer les ressources humaines, surtout ceux qui sont expérimentés dans la médecine préventive et la santé publique. Il faut investir dans la formation. Nous avons aussi discuté sur la vaccination. Nous avons besoin d'augmenter la couverture vaccinale au Gabon pour les vaccins de routine et aussi pour les nouveaux vaccins. Cela permettrait d'accélérer la réduction de la mortalité des enfants de bas âge. La conférence africaine de santé et environnement qui se tiendra à Libreville, l'a rappelé le professeur Daniel Onaondo à ses hôtes, témoigne de l'importance que les plus hautes autorités du pays, en tête desquelles le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, accordent aux questions de santé et d'environnement. Pour sa part, le ministre de l'économie et de la prospective, Christophe Akagamba, s'est entretenu aujourd'hui à Libreville avec l'ambassadeur d'Égypte au Gabon. L'essentiel de leur entretien a porté sur le renforcement de la coopération économique entre leurs deux pays. Reportage Jean-Augustin Zengui et Chrislin Maïna. Au-delà des civilités que son Excellence Hicham Fati Mohamed Mostafa, le diplomate égyptien dans notre pays, est venu présenter à Christophe Akagamba, ministre de l'économie et de la prospective, les deux personnalités ont évoqué plusieurs points d'intérêt commun allant dans le sens de la consolidation de la coopération multiforme entre Libreville et le Caire.
Les relations entre nos deux pays sont vieilles depuis plusieurs décennies. Les relations politiques existantes sont excellentes. On cherche pour que les relations économiques seront sur le même niveau. On a échangé sur la possibilité de la participation ou bien des compagnies gabonaises ou des compagnies égyptiennes dans les foires et exhibitions dans les deux pays. Un possible échange entre les hommes d'affaires entre les deux pays pour prospecter les potentiels qui sont beaucoup pour la coopération entre les secteurs des entrepreneurs et la possibilité d'avoir un nouveau cadre juridique qui renforce ce type de relations. Les relations entre le Gabon et l'Égypte se portent bien depuis quelques années déjà. Une foire d'exposition durant laquelle des produits de l'artisanat et de l'industrie de ce pays du Nord sont présentés à Libreville, tout comme elle organise annuellement une foire internationale au Caire à laquelle le diplomate égyptien aimerait enregistrer la participation de notre pays. Au sujet de l'accident mortel survenu ce matin à l'aéroport international Léomba, nous recevons donc le conseiller en communication du ministère des Transports en attendant bien sûr des informations précises sur cet incident. Le porte-parole, le conseiller en communication Félicien Biviga Kumba. Le jeudi 17 juillet 2014 à 2h16 du matin, un aéronef de type Boeing 737-300, immatriculé A6ESR, affrété par la compagnie Sénégal Airlines, a mortellement percuté une personne lors de son atterrissage sur la piste de l'aéroport international Léomba de Libreville. L'avion, qui avait à son bord 130 passagers et 7 membres d'équipage, effectuait le vol DN 055 Dakar-Libreville via Cotonou. La personne percutée, qui n'a pas encore été identifiée, est décédée sur le champ. La dépouille se trouve en ce moment dans une maison des pompes funèbres de la place. Cet accident a entraîné la fermeture immédiate de la piste. À l'issue des mesures prises par les autorités aéroportuaires et l'enquête diligentée par le parquet de Libreville, qui s'est rendu sur les lieux, la piste a été rouverte à 7h20. Conformément à la réglementation, une enquête technique sur les conditions de survenance de l'accident a été lancée. L'aéronef demeure immobilisé sur le tarmac de l'aéroport pour des raisons d'enquête. Le ministre des Transports a convoqué ce matin l'ANAC, la haute autorité et l'ASECNA pour recueillir les informations sur les suites à donner à ce malheureux incident. Dans le prolongement de cette réunion, la direction générale de l'ANAC a tenu une séance de coordination avec toutes les entités concernées par la gestion de la sécurité de l'aéroport international de Libreville. Dans le respect de la réglementation de l'OACI, des dispositions ont été prises pour un trafic régulier et le renforcement de la sécurité autour de l'aéroport de Libreville. Signé Paulette Mengemoono, ministre des Transports. Je vous remercie. Venons-en maintenant au baccalauréat 2014 pour la fin des épreuves écrites. Désormais, les regards sont tournés vers les oraux qui auront bien sûr lieu le lundi prochain. Le constat du déroulement des dernières épreuves écrites et de la qualité de l'encadrement des membres du secrétariat dans ce reportage signé Gabriel Guilain-Lemami et Richard Moubiwa. Les épreuves écrites du baccalauréat session 2014 viennent de s'achever sur l'ensemble du territoire national. À Libreville, précisément au lycée Paul Indjenjengoudjou, ex-lycée d'État, au CS Ange-Bas et au CS Bas-Oumar, les candidats ont planché sur les épreuves écrites de langue et de sciences. On vient de terminer les épreuves, on est là depuis ce matin. C'était la dernière épreuve, LV2. Donc on a terminé l'italien, ça s'est bien passé. Donc, à la qualité des épreuves, je pense que je pourrais avoir mon examen. Maintenant après, c'est au correcteur de décider. Un examen qui s'achemine vers sa fin et qui voit la participation des hommes et des femmes, comme ici au secrétariat du lycée Paul Indjenjengoudjou.
Ici, nous avons effectivement commencé comme dans tous les centres, lundi matin avec les épreuves écrites d'EPS pour l'ensemble des candidats déclarés inaptes. Cette épreuve s'est suivie à 13h30 par l'épreuve de sciences économiques et nous avons continué mardi et mercredi et aujourd'hui nous avons terminé avec l'ensemble des épreuves écrites. Ici même, les corrections des copies sont faites depuis le début de cet examen. Là, présentement, les corrections de sciences économiques, de philo et de français ont commencé depuis hier. Donc ils sont en train de corriger pour que parce qu'on doit respecter les délais pour que les résultats soient donnés à temps. Les épreuves orales qui auront lieu dès ce lundi viendront mettre fin au déroulement de cet examen session 2014. Volet politique de ce journal, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais a animé hier une conférence de presse au siège du parti à lui. Plusieurs questions d'actualité ont été évoquées au cours de cet échange avec les journalistes. Fossé Moukoubi est revenu sur les récentes réalisations du chef de l'État et nous révèle également le volet éducatif en proie aux perturbations en ce moment. Reportage Henrik Bokoko et Chrislin Maïna. Séance de communication politique du Parti démocratique gabonais. Dans cet exercice, le secrétaire général du PDG a d'entrée de jeu peint le tableau des récentes réalisations du chef de l'État. On peut considérer que le contexte politique se caractérise essentiellement par les dernières actions du chef de l'État. À cet égard, la concrétisation du pont de Mayumba, récemment mis en service par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, constitue un événement historique et un atout économique. Dans cette perspective, nous nous félicitons du lancement, une fois de plus, par le président, des travaux de la route Port-Gentil-Omboué-Yombi. L'aboutissement tant attendu de ce projet permettra une meilleure exploitation économique de ce poumon de développement du Gabon. Au sujet de la prime d'incitation à la performance, le secrétaire général s'est réjoui du paiement de la PIP, une revalorisation des revenus non négligeable. Hier, c'était la hausse du minimum de traitement des bas revenus, porté à 150 000 francs. Aujourd'hui, l'instauration de la PIP, élargie à plus de 20 000 agents de l'État, le bénéfice d'un revenu incitateur, en plus de 9 000 agents de certaines administrations. La patience a fini par l'emporter sur le scepticisme des délateurs. La PIP constitue une réponse aux préoccupations du chef de l'État, consistant notamment à redynamiser l'administration publique, réduire les inégalités et la pauvreté et, évidemment, stimuler l'activité économique. S'agissant des cas de fraude avérés au dernier examen du BEPC, le PDG déplore ces pratiques et interpelle le gouvernement à veiller minutieusement sur l'organisation du baccalauréat en cours, afin que pareille situation ne se reproduise. Nous interpellons de ce fait les autorités compétentes à faire aboutir les enquêtes engagées et en sanctionner les responsables, quels qu'ils soient. Aussi, exhortons-nous le gouvernement à prendre toutes les mesures qui s'imposent afin de réussir l'organisation du baccalauréat en cours et de tous les examens ultérieurs. Le climat de trouble qui secoue l'université Omar Bongo préoccupe également le Parti démocratique gabonais. Le cas de l'université est des plus déplorables.
ce lieu de référence du savoir désole autant qu'il inquiète sur l'avenir des générations dont l'apport à l'édification de la nation risque d'être compromis le moment venu, faute de connaissances. Personne ne peut rester indifférent et les acteurs politiques, habitués aux manipulations, doivent faire preuve de patriotisme en privilégiant l'intérêt des enfants et du pays. En outre, les résultats obtenus par le Parti démocratique gabonais aux élections locales partielles sont encourageants, a souligné le secrétaire général. Le PDG demeure la principale force politique sur l'échiquier national. Toujours à propos du Parti démocratique gabonais, le membre du comité des sages Marcel Doupambi Matoka, le membre du comité permanent Guy Bertrand Mapangou, les membres du bureau politique Michel Boussou et Serge Armand Boula, Dieudonné Mondjo, les têtes de liste Madame Lucie Melebou, épouse Boussou, et Madame Yolande Nyonda, ont vu les militants et sympathisants du PDG ayant pris part à l'élection du 14 décembre 2013 dans le département de Tsamba Magotsi à une cérémonie ce vendredi 18 juillet 2014 à 16h à Bouranga, au quartier Siba. Visite en province des membres de la Cour constitutionnelle, c'est la province du Haut-Ogooué qui a constitué la boucle de ce long périple. Le reportage Marilyn Sameyoro et Max Olivioba. Voir la délégation des membres de la Cour constitutionnelle et leurs assistants, la province du Haut-Ogooué, notamment sa capitale Franceville, qui s'est organisée pour la circonstance. Et c'est pour témoigner de cette hospitalité que le gouverneur s'est lui-même transformé en maître de cérémonie en battant le rappel des troupes. La salle de réunion de la mairie de Franceville refusait du monde pour cette plénière entre les juges constitutionnels et les responsables administratifs et militaires de la province. Devant cet auditoire compact, le juge constitutionnel Louise Angué a exposé les motivations de la Cour constitutionnelle. Parce que dans la conscience populaire, on ne voit la Cour constitutionnelle que pour les élections politiques. D'aucuns pensent même que passé la période de consultation électorale, la Cour constitutionnelle n'a plus rien à faire. Ce n'est pas le cas. La Constitution de la République gabonaise prévoit dans son article 1er au 15e tiret que l'État a le devoir d'organiser un recensement général de la population tous les 10 ans. Et en son article 84, le constituant a estimé qu'en plus des autres attributions qui sont celles de la Cour constitutionnelle, elle avait également l'obligation de statuer sur la régularité des opérations de recensement général de la population. Avant le juge Angué, le doyen des membres de la Cour constitutionnelle, le juge constitutionnel Hervé Moutinga, avait fait un exposé pour expliquer l'importance d'un recensement général de la population et du logement dans un pays. Comme partout où ils sont passés et compte tenu de l'étendue de la province, avec 15 départements, les membres de la Cour constitutionnelle se sont divisés en petits groupes pour parcourir les différents départements de la province du Haut-Ogooué. Cette visite des membres de la Cour constitutionnelle dans la province du Haut-Ogooué a permis aux responsables locaux de dire haut et fort qu'ils n'ont pas vu les agents recenseurs chez eux, particulièrement à Ngouni. On retrouve Max Levioba. Les juges constitutionnels ont parcouru la province de part en part, des plateaux Batéké au célèbre canyon de Lekoni. Ils ont traversé toutes les localités. À Bongoville, Madame Angué a réuni à la préfecture tout le personnel administratif pour faire la pédagogie de sa mission. Au terme de cette réunion, les populations, notamment les responsables administratifs, ont tenu à donner leurs sentiments. C'est bien passé, ce sont des initiatives que nous voulons et ça se passe régulièrement pour bien vérifier les populations.
Puis, elle a poursuivi sa mission en Gouni, dans le département de la Lekabi-Lewolo. Comme partout où elle est passée, elle a réuni à l'hôtel de ville de Ngouni les personnels de commandement et les auxiliaires de l'administration. Cette réunion a permis de souligner les graves manquements qui ont émaillé les opérations de recensement de la population et du logement, car les chefs de regroupement et des villages disent à l'unisson n'avoir vu les agents recenseurs dans leur localité que pour mettre les numéros sur les portes, mais ne les ont jamais vus revenir pour dénombrer les populations. Ça a été très mal passé. Donc pour moi, c'est une opération qu'il faut recommencer à zéro. J'ai vu des prescriptions sur la porte, je me suis renseigné. On m'a dit qu'il y a des agents qui sont passés, des gens qui sont passés écrire. Bon, maintenant la deuxième phase qui consistait à donner des informations sur les familles et ainsi de suite, personne, je n'ai vu personne, même pas une visite de courtoisie. Comment un groupe peut travailler avec les petits enfants de 5 ans? Ils ont fait leur travail avec les enfants de 5 ans, mais les enfants de 5 ans vont dire quoi? Rien. La longue tournée des juges constitutionnels à travers le Gabon profond s'est achevée dans la province du Haut-Ogooué. Après cette longue instruction in situ, la Cour constitutionnelle va maintenant compiler toutes les observations enregistrées sur le terrain pour soit homologuer les chiffres arrêtés par le gouvernement, soit ordonner la reprise des opérations de recensement général de la population dans les localités concernées. Prix Sénarès CEPIG édition 2014, Gilles Aurélien Bébangoy Madouma vient présenter le dispositif de haute protection contre les moustiques dénommé moustiquaire à bouclier à poche. Reportage Marie-Josée Ndombi. La moustiquaire à bouclier à poche est une innovation de notre compatriote Jules Aurélien Bébangoy Madouma qui œuvre à sa manière dans la lutte contre le paludisme. Le moustiquaire à bouclier à poche, qui est une moustiquaire de haute sécurité, est faite donc a été inspiré déjà de ces modèles antérieurs que certains ont vus, pour la simple raison que pour les modèles antérieurs, le bouclier ou donc la partie, donc la doublure qui permettait d'être protégé contre le moustique, ne pouvait être faite que par un tissu autre que le tissu moustiquaire. Or ici, comme vous voyez, on peut désormais utiliser un tissu moustiquaire et pour la simple raison qu'on a ajouté des poches qui vont nous permettre de créer un vide qui sera l'élément, donc le facteur limitant pour éviter les piqûres de moustiques. La nouvelle variante créée par ce compatriote prend en compte, selon lui, les faiblesses et les contraintes de la moustiquaire imprégnée. Cette contribution, j'espère qu'elle sera appréciée à sa juste valeur. Donc elle résout les problèmes liés déjà à la moustiquaire imprégnée, les contraintes, j'allais dire, liées à son entretien. Pour une moustiquaire imprégnée, on vous dira qu'on ne la lave pas dans les cours d'eau, qu'on ne jette pas l'eau du rinçage après l'imprégnation par exemple dans les cours d'eau. Donc il y a plein de contraintes pour l'imprégnation également. Il faut utiliser des gants. Or ici on a un dispositif d'utilisation simple, d'entretien simple, de conception simple. Jules Aurélien Bébangoy Madouma, qui compte sur le soutien des pouvoirs publics, vient d'apporter la preuve que chaque Gabonais, dans la mesure de ses possibilités, peut trouver des solutions à des problèmes d'actualité. Chapitre élections locales, les communes d'Ovendo et de Lebamba éliront leur maire dimanche prochain. C'est ce qui ressort de l'arrêté pris ce jour par le ministre de l'Intérieur. Il est rendu public ici par le porte-parole Jean-Éric Zengi Mangala. Arrêté numéro 0039 bar MISPID bar SG bar DGAT bar DTCL du 16 juillet 2014 portant convocation des conseils municipaux pour l'élection des membres de leur bureau. Les lois, ordonnances et décrets visés dans le présent arrêté paraissant au journal officiel de la République gabonaise, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation. Vu la décision de la Cour constitutionnelle numéro 264 /CC
du 10 juillet 2014 portant proclamation des résultats de l'élection partielle des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux et de l'élection partielle d'un député à l'Assemblée nationale du 31 juin 2014. Vu les nécessités de service, arrête. Article 1er. En application des dispositions des articles 20, 21 et 22 de la loi 19/96 du 15 avril 1996 relative à l'élection des membres des conseils départementaux et des membres des conseils municipaux, le présent arrêté convoque en session spéciale les conseillers municipaux des communes d'Ovendo et de Lebamba pour l'élection des membres de leur bureau. Article 2. Les conseillers municipaux des communes d'Ovendo et de Lebamba sont convoqués en session spéciale le 20 juillet 2014 pour l'élection des membres de leur bureau. Article 2. Le gouverneur de la province de l'Estuaire et le préfet du département de la Loueti-Wano, Lebamba, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au journal officiel de la République gabonaise. Fait à Libreville le 16 juillet 2014, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'Immigration et de la Décentralisation, Guy Bertrand Mapangou. Je vous remercie. Voilà, nous restons encore au niveau du ministère de l'Intérieur. Le gouverneur de la province de l'Estuaire porte à la connaissance de mesdames et messieurs les conseillers municipaux de la commune d'Ovendo que conformément à l'arrêté numéro 0039 du ministère de l'Intérieur, une session spéciale du conseil municipal a lieu ce 20 juillet 2014 à 11h dans la salle des mariages de la commune. La présence de tous est de rigueur. Parlons presse à présent avec les petits boulots de vacances. La vente ambulante des journaux à Libreville est un métier en plein essor. La rédaction s'y intéresse dans ce journal en allant à la rencontre de ces vendeurs. Qui sont-ils et pourquoi pratiquent-ils ce métier? Le constat, Ludwin Kavou et Yvette Okosa. Des journaux occupent tous les jours dès 6 heures du matin les carrefours de Libreville pour permettre aux habitants, piétons, mais aussi personnes à bord des véhicules de s'informer. Ce métier, classé parmi les petits métiers à Libreville, intéresse plus d'un. Hommes, femmes, jeunes, personnes âgées. Je vends les journaux, moi plus de 10 ans déjà. L'Union, Gabon Matin, tous les journaux qui sont par jour. Journaux opposition, bien quels journaux. Je vends tous les journaux qui sortent par jour. Si c'est les journaux opposition, tous les journaux qui sortent seulement par jour, on me donne. Sous d'autres cieux, ces vendeurs dits à la criée sont des gros charmeurs qui ne laissent indifférents leurs cibles. Ce sont des hommes et femmes qui, à travers la maîtrise des sujets qui paraissent au quotidien dans l'ensemble des journaux, proposent une sorte de la revue de presse, argument fort qui leur permet de mieux écouler les journaux. À Libreville, au lieu des vendeurs à la criée, nous avons plutôt des vendeurs muets ou mieux encore des kiosques ambulants. C'est simplement un métier, un petit métier qui fait vivre son homme. Et ce, quelles que soient les aptitudes intellectuelles de ces praticiens. Oui, j'arrive à nourrir les enfants. 5 heures déjà, je suis déjà là pour prendre les gens, parce que là-bas, c'est l'heure d'arriver. Moi-même qui peux chercher ça à Onkembo là-bas. Quoi qu'il en soit, le métier de vendeur ambulant des journaux a toute sa raison d'être à Libreville. Il permet non seulement aux vendeurs d'infléchir le cours de leur destin, mais aussi aux clients de se procurer facilement des journaux pour être à l'affût de l'information. Merci Ludwin. Le syndicat national des personnels de santé SYNAPS vient de se réunir en assemblée générale au rond-point de la démocratie à Libreville en toile de fond, la formation des agents de santé, le paiement de la prime d'incitation à la performance. Reportage Philika Biongo et Pierre Claverella. Nous voulons l'argent du pétrole. Un chant pour exprimer le motif de ce rassemblement des membres du syndicat national des personnels de santé, SYNAPS. Nous sommes retrouvés pour faire le compte-rendu de la rencontre avec les membres du gouvernement, donc le ministre des tutelles, sur la question de la formation qui a fait l'objet d'une grève de 2 mois.
et les recommandations qui avaient été portées à sa connaissance l'amenaient à nous donner des réponses claires sur la question. De l'autre côté, c'est la question de la PIP. Le syndicat national des personnels de santé dénonce la non prise en compte de ce secteur et les manquements observés dans le paiement de la PIP, initié par le président de la République afin de permettre une meilleure redistribution des fruits de la croissance à plus de 30 000 agents publics de l'État. Le personnel de santé estime qu'il a été lésé dans son entièreté du fait que ceux qui sont dans les hôpitaux n'ont pas été pris en charge. Or, il s'agit ici d'une prime d'incitation à la performance. Et le personnel estime qu'effectivement, il n'y a rien de similaire avec la prime de servitude et de risques sanitaires. C'est deux primes différentes. Et en plus, lorsqu'on regarde les modalités de paiement, vous avez un agent de la main-d'œuvre non permanente qui est payé à 100 000 francs dans le cadre de la PIP. Or, si on voulait parler de similitude de primes, quand vous regardez celui qui reçoit la servitude, donc le risque sanitaire, lui, il est payé à 30 000 francs. Nous disons que le gouvernement regarde à nouveau sa copie. Vivement que les négociations entamées avec le Premier ministre trouvent une issue favorable afin d'éviter une énième grève dans un secteur aussi sensible que celui de la santé. Fin du séminaire de formation en stratégie et management, 2 jours de réflexion qui ont permis aux participants d'échanger sur les différentes stratégies de développement dans le secteur maritime et portuaire via la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale. Yolande Dekora et Médaringuin pour le reportage. S'approprier les instruments de développement et cerner les enjeux de l'heure en matière de navigation intérieure et internationale, c'est autour de cette problématique que s'est tenu le séminaire de formation en stratégie et management à l'endroit des acteurs de la CNI. J'ai noté avec satisfaction que ce séminaire n'a pas été un cours professoral, mais plutôt un rendez-vous du donner et du recevoir, car il y a eu effectivement un partage mutuellement enrichissant de connaissances et d'expériences. Il a également permis de mettre en exergue l'importance et le rôle de la CNI, C2N2I, dans le système de transport maritime, fluviaux et lagunaires, et en ce sens que le rayon d'action couvre 30% environ du territoire national. À l'issue de ces travaux qui ont duré 48 heures, quelques recommandations ont été émises. Dans le domaine des ressources humaines, initier des programmes scolaires orientés vers la connaissance du domaine maritime afin d'en favoriser la maîtrise cognitive par une plus grande partie de la population nationale. Dans le domaine des secteurs d'activité et des infrastructures, renforcer les services fluviaux, lagunaires et maritimes sur le réseau national, adapter les infrastructures portuaires de Port-Gentil et de Libreville pour l'accueil en tout temps des unités navales. 3. Dans les domaines institutionnels et réglementaires, clarifier le cadre réglementaire relatif au rapport entre la CNI et les autres unités administratives concernées par le domaine maritime. Des travaux qui se sont achevés sur une note de satisfaction, marquée par une distribution de parchemins aux différents participants. Nelson Mandela, on ne l'a pas oublié. Célébration demain, 18 juillet 2014, en Afrique du Sud et dans le reste du monde de Mandela Day. Une première édition qui suscite déjà beaucoup d'engouement, aussi bien pour les passionnés de la mémoire de Madiba que pour les commerçants avides de réaliser des bonnes affaires durant ces festivités. Les précisions avec nos confrères d'AITV. Harris aime ces moments où il déambule seul dans la fondation Nelson Mandela. C'est lui qui veille sur ses archives pour que celui que l'on surnommait affectueusement Madiba reste vivant. Vendredi, toute l'Afrique du Sud célébrera le Mandela Day avec une émotion particulière. Madiba est décédé le 5 décembre dernier. Le concept du Mandela Day a été directement inspiré par Nelson Mandela lui-même. Il avait exprimé son malaise par rapport à la façon dont son anniversaire était célébré. Des fêtes, des concerts, beaucoup d'argent dépensé. Depuis 2010, le jour anniversaire de Mandela, les Sud-Africains sont donc invités à s'investir auprès des autres
pendant 67 minutes au moins pour les 67 ans que Mandela a consacré à rendre le monde meilleur. Pour Melanie Creel, c'est un jour important. Son association attend 200 bénévoles. Elle a rempli ses placards pour les nourrir. Nous avons un centre de formation. Les matériaux sont entièrement issus de dons et ce sont les volontaires qui l'ont construit. L'association Viva accueille des femmes en détresse et propose aux enfants des activités éducatives. Le bénévolat lui permet de poursuivre le développement de son centre dans un township proche de Pretoria. Si le 18 juillet n'est pas un jour férié, de nombreuses entreprises libèrent leurs salariés. La plupart des gens travaillent, ils ont leur vie, sont occupés par leurs propres affaires. Mais c'est important pour eux, une fois par an, même si c'est juste un petit moment, de se rendre auprès de ceux qui ont besoin d'eux et de vivre pour d'autres personnes qu'eux-mêmes. Mandela détestait être vu comme une icône. Vendredi, il y aura ceux qui auront compris son message et les boutiques qui chercheront encore à augmenter leurs ventes en ce Mandela Day. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes les équipes de coordination et de réalisation. Excellente soirée à tous. Très prochainement. Au revoir.